Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien pour ce Tour de France féminin et on poursuit avec la présentation de l'étape numéro 6. Vous avez bien vu, j'ai le même t-shirt puisque j'enchaîne la présentation de l'étape numéro 5 avec la présentation de l'étape numéro 6. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vos 3 favorites, et puis votre grosse cote ou ce que vous pensez de cette étape. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout si vous rajoutez toutes les notifications. Ça, c'est ce que j'appelle le Saint Graal. Étape qui va être technique aujourd'hui du côté de Rochheim, c'est dans la banlieue de Strasbourg. 128 km, étape assez courte, mais étape quand même légèrement vallonnée, étape accidentée aujourd'hui. C'est une mise en bouche peut-être vraiment très légère pour ce qu'on aura demain. C'est un abus-bouche, je dirais, très léger de ce qu'on aura demain. Mais voilà, avec quelques difficultés. Et sur 125 km, on a quand même 756 mètres de dénivelé. Non, j'ai dû oublier de regarder le dénivelé parce que je dis 756 mètres, ça me semble léger pour cette étape-là. Je vais vérifier tout de suite parce que j'ai oublié de vérifier, bien entendu, hein, on fait au dernier moment. Oui, 1673 mètres de dénivelé positif, c'est un peu plus logique sur cette étape. Et ben on va regarder. Donc c'est un parcours qui va être quand même difficile. On va enchaîner les bosses pendant toute la journée. Il y aura peu de temps mort. Et puis c'est le début du week-end de finale de ce Tour de France féminin déjà. Que ça passe vite, 8 étapes, avec voilà, une journée qui va être difficile à contrôler pour l'équipe de la leader. Et puis c'est une journée qui va fatiguer, mais est-ce qu'on va pas un petit peu squeezer cette étape également, vu ce qu'on aura ce week-end, et se dire on va plutôt laisser partir une échappée. Est-ce qu'une échappée de baroudeuse ne peut pas s'imposer avec des leaders qui décident, on va dire un petit peu de laisser partir certaines concurrentes parce qu'un peu de fatigue ou parce qu'on a peur de ce week-end et des étapes qui sont difficiles. On a déjà des concurrentes qui sont loin au niveau du général. Bon voilà, quand vous êtes à 5-6 minutes, vous n'êtes pas très dangereuse. Donc pourquoi pas laisser gagner une échappée aujourd'hui si on s'aperçoit que ça fait un peu chier de contrôler pendant toute cette journée entre Saint-Dié-des-Vosges et Rochheim. On regarde tout de suite le parcours. Le parcours qui, donc comme vous le voyez, est assez difficile, 128 km. Et on commence avec Saint-Dié-des-Vosges, départ assez vite. On arrivera dans un petit col, le col de Urbès, 7 km à 2,5% de moyenne, côte de 4e catégorie, km 18,5, c'est-à-dire à 110 km de l'arrivée. Bon, vous voyez, c'est surtout un long faux plat. Il y a 1 km à 4,1%. Sinon, le reste, c'est très très plat. On sera à 600 mètres d'altitude. On n'aura jamais été aussi haut sur ce Tour de France. On redescend. Quelques bosses au km 36,5, notamment au km 6 à 4,8% de moyenne, avant d'atterrir à Bar. Au km 46,5, on arrive ensuite à la côte de Kligenthal au km 59, pardon. 1 km à 6,1 de moyenne, côte de 4e catégorie. La côte de Kligenthal, bon, c'est pas très difficile là encore. Surtout c'est très court. Alors là vous voyez des forts pourcentages, mais c'est sur 100 mètres, donc il faut relativiser. Vous voyez, on aura 7%. Je dirais de moyenne à peu près sur les 600 premiers mètres, et puis après on passe en dessous des 7% sur les 300 derniers mètres. On enchaîne ensuite très vite, moins de 10 km après, donc là on était au km 59, 8 km après nous avons le sommet de la côte de Grandelbroer, 1 km 4 à 7,1 de moyenne, côte de 4e catégorie, au km 67, c'est-à-dire à la mi-course, à 60 km de l'arrivée à peu près, cette côte de Grandelbroer, 1 km 4, un passage à 10,4% pendant 200 mètres, 7,6% ensuite. C'est un peu plus difficile, là c'est un petit mur qu'on a du côté un petit repecho pour nous préparer pour la Vuelta dans cette difficulté de Grandelbroer. Ensuite, on descend notamment vers Ourmac pour le sprint intermédiaire qui sera à 40 km de l'arrivée. On passera à Grèzevillers avant la montée du point bonus qui se fera en 2 temps. On aura une première rampe de 3 km à 4,1%. Et puis la rampe
du sprint bonus, 1 km à 6,4%, qui sera au kilomètre 100, c'est-à-dire à 28 km de l'arrivée. Ça continuera de grimper légèrement ou ça ne descendra pas tout de suite après ce point bonus. On passera une première fois sur la ligne d'arrivée. Encore un circuit, hein, c'est un petit peu redondant quand même sur ce Tour de France, avant d'attaquer la côte de Borch, je pense, en alsacien, 2 km 9 à 4,1% de moyenne. Et cette difficulté, en fait, elle est à moins de 10 km de l'arrivée, surtout que derrière, ça ne redescend pas tout de suite, avant la descente vers Rochheim pour l'arrivée après 128 km pour une étape, voilà, qui permettrait également de distribuer pas mal de points au niveau du classement de la montagne. Attention, hein, dans le final, on aura une chicane à 550 mètres de l'arrivée, à peu près, hein, entre 500 et 600 mètres de l'arrivée, j'ai mis 550. Et un enchaînement gauche-droite également sous la flamme rouge, donc il faut toujours faire attention, ça risque d'étirer le peloton à ce moment-là. L'histoire du Tour de France, on va revenir sur le Tour de France, et on va parler d'un Tour de France dont on n'a pas encore parlé cette année, je crois qu'on n'en a jamais parlé même sur la chaîne, c'est le Tour de France 2006. Le Tour de France de Flylandis, avec l'étape numéro 1. Nous sommes à Strasbourg, qui n'est pas très loin de l'arrivée de cette étape. Hein. Rochheim-Strasbourg, il doit y avoir une quinzaine de kilomètres. La veille, nous avons déjà eu un prologue au Tour de Strasbourg qui a permis à Tourussoft de prendre le maillot jaune devant Georges Hincapie. L'écart est de 2 secondes entre les deux hommes, donc autant vous dire c'est serré, surtout qu'à l'époque il y avait des bonifications au niveau des sprints à l'arrivée, mais également des sprints intermédiaires. Au programme de cette journée, une étape de plat avec 3 sprints intermédiaires, une côte de 4e catégorie. On fera également un petit passage, un petit détour du côté de l'Allemagne pour une boucle autour de Strasbourg. Et le match va être intéressant pour la victoire, surtout que certains sprinteurs peuvent jouer le maillot jaune, comme le champion du monde Tom Boonen ou encore Stuart O'Grady. Dès le 3e kilomètre, nous avons la première échappée de ce Tour de France. Elle est composée de Stéphane Auger, de la Cofidis et de Mathieu Sprick de Bouygues Télécom. Les deux hommes sont rejoints par 5 compères. On retrouve Benoît Vaugrenard de la Française des Jeux, Nicolas Portal de la Caisse d'épargne Il Baléa, qui ensuite a été manager de la Sky, Walter Benetto encore du côté de la Bouygues Télécom, l'Allemand Fabian Wegmann de la Gerolsteiner et le Vénézuélien Unai Echevarria de Euskaltel Euskadi, qui était le premier coureur non basque espagnol à intégrer l'équipe Euskaltel Euskadi, parce qu'il faut savoir que c'est un petit peu une secte, c'est-à-dire qu'il fallait être basque espagnol, et en fait Unai Echevarria, pourquoi il est devenu coureur chez Euskaltel Euskadi? Parce qu'il avait, je crois, des grands-parents qui étaient basques, espagnol, comme l'équipe était 100% basque, voilà, ça a permis à Unai Echevarria d'intégrer dans cette équipe, parce qu'ensuite il faudra attendre Romain Sicard, qui était basque mais français, et ça c'était une première pour Euskaltel, et puis les 2-3 dernières années où pour rester en première division, il prenait parfois des coureurs grecs, des coureurs algériens qui avaient pas mal de points ici, parce qu'à l'époque quand vous recrutiez un coureur, vous récupériez on est à l'imparfait, les points UCI qu'il avait engrangés pendant sa dernière année. Donc ça permettait comme ça de récupérer pas mal de points facilement. C'est une règle qui a disparu depuis. Le peloton laisse filer l'échappée qui prend 5 minutes d'avance. Benoît Vaugrenard va prendre le maillot blanc car il passe en tête du premier sprint intermédiaire et qu'il est deuxième du second, et comme l'écart était limité avec le leader de ce classement du maillot blanc, eh bien elle prend la tête. Fabian Wegmann devient le premier porteur du maillot à pois, et puis il a réussi la même performance que l'année dernière, en 2005, c'est-à-dire d'être le premier à rentrer en Allemagne. Derrière, le peloton accélère sous l'impulsion de l'équipe Crédit Agricole de leader Tourussoft. Quick-Step également, Milram et David Amanotto rejoignent l'équipe française. L'écart diminue à 2 minutes 50 à 50 km de l'arrivée. Il passe à 1 minute 15 à 25 km. L'objectif est de reprendre les échappées avant le dernier sprint intermédiaire pour les adversaires du Tourussoft. Du côté du Crédit Agricole, l'objectif c'est plutôt de récupérer l'échappée après le sprint intermédiaire pour éviter qu'un adversaire prenne les bonifications. À 9 km de l'arrivée, l'échappée est reprise à 13 km de l'arrivée, sauf Walter Benetto qui poursuit son effort. Il va passer en tête du sprint intermédiaire à 9 km de l'arrivée, devant Hinault, qui est le coéquipier de Tourussoft, et Georges Hincapie, qui devient maillot jaune virtuel, car la 3e place permettait de récupérer
2 secondes du côté du maillot jaune. Juste après, Benetton se fait reprendre et nous allons avoir un sprint massif. Le sprint se déroule plein centre avec Boonen enfermé qui ne trouve pas la solution. C'est Jamie Casper qui s'impose à la surprise générale avec un sprint tout en puissance et c'est la plus belle victoire de sa carrière au coureur de la Cofidis. Il faut savoir que c'est un sprint qui est assez, qui est vraiment un beau sprint parce qu'on a une belle ligne droite. Je me souviens pour arriver dans Strasbourg, on longe notamment à un moment un lac. Non, c'était pas un lac, ça devait être le Rhin. Qu'on longe, on arrive vraiment avec une belle avenue, une belle largeur, et ce qui fait que Jamie Casper, il arrive vraiment presque au dernier moment, on ne le voit pas à la caméra, et c'était pendant très longtemps la dernière victoire française au sprint, jusqu'à Arnaud Démare, et ça faisait depuis longtemps qu'on n'avait pas gagné au sprint à l'époque, grâce à Jamie Casper. Du côté de Tourusoft, c'est pas une bonne journée pour Tourusoft, hein, une mauvaise fin de journée parce qu'il perd sa tunique face à Incapi au moment du sprint intermédiaire et surtout il va taper un objet publicitaire avec son bras et ça va l'obliger à se faire recoudre vraiment une image. Je me souviens très surprenante avec Gérard Rolls qui commence ça de loin, voilà, avec Tourusoft vraiment en sang, le maillot en sang, et je m'en souviens encore. Tu sais, là j'ai revu les images, les photos pour aujourd'hui, j'ai même revu un journal du Tour de l'époque, mais vraiment c'était une arrivée, vraiment en plus on le voit pas tout de suite, on le voit vraiment à l'arrivée s'écrouler avec les médecins autour de lui, et puis le bras en sang complètement avec Gérard Rolls qui commande ça de loin. Parmi les personnalités, j'ai pas trouvé grand chose. À Saint-Dié, on a déjà fait la Voille. Alors, j'ai mis Thomas Vauclair du côté du cyclisme, qui est né du côté de Schiltigheim, c'est pas extrêmement loin. Et puis parmi les autres célébrités, moi j'ai mis Christophe Ajus. Christophe Ajus, la voix du catch, également youtubeur. Hein, il y a l'univers d'Ajus sur internet si vous voulez. Il commente les anciens shows de l'ECW, le CW, du côté des années 2000 quand ça avait été repris par WWE, et c'est du catch de mauvaise qualité, donc si vous voulez passer un bon moment de fou rire, même si vous n'avez pas vu les matchs, vous allez vous marrer avec ces vidéos de Christophe Ajus. Et on n'oublie pas le garage, pour ceux qui regardent la vidéo, le garage de Monsieur Lichtertz. Ouvert tous les jours, bien entendu. Du côté de la météo, soleil 25 à 31 degrés, vent d'ouest 25-40 km/h, le vent sera plutôt de dos sur la fin de journée. Donc il faudra faire attention vraiment sur les 15 derniers kilomètres, vraiment un vent de dos. Et en début de journée, il sera de côté. Entre Saint-Pierre-des-Bois, Kligenthal, parce qu'il sera de dos également en début de journée. Et en fait, à partir de Saint-Pierre-des-Bois jusqu'à Kligenthal, il sera plutôt de côté. Mais vraiment une journée qui peut être très dangereuse. Et puis au niveau du circuit final, hein, parce que forcément, quand c'est un circuit, c'est-à-dire des moments il est de face, des moments il sera de côté, et des moments sur le final il sera de dos, notamment dans la côte de Borch, il sera de dos, ce vent, je pense. Donc faut vraiment faire attention dans le final du côté de Rochheim. On passe à la stratégie, soit sprint massif en petit comité, soit victoire d'une fille qui part en contre-attaquant, pourquoi pas dans la côte de Borch ou au niveau du point bonus, mais ça me semble plus simple du côté de la côte de Borch, je ne sais pas comment on doit le dire. Et sinon, victoire d'une échappée, 8-10 concurrentes je pense, parce que les leaders délaisseraient la course à partir du moment où il n'y aurait pas grand chose à faire du côté du parcours, et surtout en sachant ce qu'il y aura samedi et dimanche, en anticipant un petit peu samedi et dimanche. Du côté de mes pronostics, j'ai mis Ashley Moolman, du côté de la SD Works, toujours s'en méfier. En plus, peut-être qu'on contrôlera plus Demi Vollering que Ashley Moolman, donc ça peut être un avantage pour elle. Elisa Balsamo, la championne du monde, si la Trek a envie de contrôler aujourd'hui, ça peut être une belle victoire d'étape, parce que après 3 jours de course pour le moment, la Trek, on les a beaucoup vus, mais n'ont pas gagné d'étape. Et puis Arlemis Sierra, du côté de la Movistar, c'est une petite puce pleine de puissance, la cubaine. Vraiment, elle est très très puissante, donc il faudra s'en méfier. Puis en grosse cote, je mets Vita Music, dans une échappée, dans un sprint, dans une échappée en petit comité, elle est capable vraiment de faire la différence. Du côté des horaires, départ 13h10, autre hôte
à 73 km de l'arrivée entre 14h31 et 14h40, arrivée 16h18, entre 16h18 et 16h38, direct sur France 3 à partir de 14h, entre 14h et 14h10, je crois même précisément l'heure du direct du côté de France 3 pour cette étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ce soir, débrief de l'étape. Demain, présentation de la grosse étape de montagne, notamment avec le Markstein. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!